Pourquoi les êtres humains dépensent de l'argent? Pourquoi les êtres humains dépensent de l'argent? Pourquoi? Chers humanistes, mesdames et messieurs, imaginez une scène banale. Un homme en costume s'arrête devant une boulangerie un lundi matin. Il entre, commande un café et un croissant, paye 5 € et repart. À première vue, c'est une transaction insignifiante. Mais posez-vous cette question. Qu'a-t-il vraiment acheté? A-t-il acheté de la farine, du beurre, des grains de café? Non. Il a acheté quelques minutes de calme avant une réunion difficile. Il a acheté la chaleur familière d'une odeur de viennoiserie. Il a acheté un petit rituel du matin qui l'ancre dans sa journée. En d'autres termes, mesdames et messieurs, chers humanistes, il a acheté une expérience émotionnelle, pas un simple produit alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous donner un cadre simple. 3 grandes catégories qui expliquent presque tous les achats humains. 3 grandes catégories. Je dis bien 3 grandes catégories qui expliquent presque tous les achats humains. La première, c'est les solutions. Première catégorie, les solutions. Deuxième catégorie, la commodité. Troisième catégorie, les expériences. Voilà les 3 grandes catégories. Comprenez ces 3 catégories et vous ne vendrez plus jamais de la même façon. Donc si vous êtes vendeur, suivez-moi attentivement. Quel que soit ce que vous vendez, mesdames et messieurs, suivez-moi très très attentivement. Commençons par les solutions. Les solutions, c'est-à-dire qu'on achète le soulagement. La première motivation d'achat, c'est la douleur. Le désir fondamental d'éliminer un problème. C'est la motivation la plus ancienne de l'humanité. Avant les marchés, avant la monnaie. Les êtres humains échangeaient déjà pour résoudre des problèmes de survie. La neurologie de la peur. La science moderne nous dit quelque chose de fascinant. Notre cerveau est câblé pour répondre d'abord à la menace avant de répondre à l'opportunité. L'amygdale, c'est-à-dire le centre émotionnel du cerveau, traite la peur
en quelques millisecondes, bien avant que la rationalité ait le temps d'intervenir. Autrement dit, nous fuyons la douleur avant de courir vers le plaisir. Nous fuyons la douleur avant de courir vers le plaisir. C'est pourquoi les achats de solutions sont les plus rapides, les moins négociés, les plus fidèles. Quand quelque chose fait mal, on paye pour que ça s'arrête. Le prix devient secondaire. L'urgence prime. Je vais vous donner 3 exemples concrets au niveau des solutions. Je prends le cas d'une voiture en panne. Il est 8 heures du matin. Vous avez une présentation importante à 9 heures. Votre voiture refuse de démarrer. Vous appelez un mécanicien. Vous acceptez son devis sans négocier. Ce que vous achetez, ce n'est pas une réparation mécanique. Vous achetez la certitude d'être à l'heure. Vous achetez la disparition d'une anxiété paralysante. Deuxième exemple, dans le cas des solutions. Parlons d'une migraine. Personne ne pense à l'ibuprofène un mardi matin calme. Mais dès qu'une douleur violente apparaît, le prix d'une boîte de médicaments devient totalement secondaire. Oui, le prix devient totalement secondaire. La douleur est immédiate. La valeur explose. Je vous donne un 3e exemple. L'assurance voiture. Vous n'avez jamais eu d'accident. Pourtant, vous payez chaque mois. Pourquoi? Parce que vous achetez la paix de l'esprit. Vous achetez l'absence d'une peur. Maintenant, la leçon au niveau de cette solution. Si vous vendez des solutions, vous les vendeurs là, si vous vendez des solutions, ne décrivez jamais votre produit en premier. Si vous vendez des solutions, ne décrivez jamais votre produit en premier. Décrivez d'abord la douleur que vous éliminez. Décrivez d'abord la douleur que vous éliminez. Votre proposition de valeur commence par votre problème est tant, avant de dire notre solution est tant. Je suis en train d'aider quelqu'un ici. Le client doit se reconnaître dans la douleur avant de vous faire confiance pour le soulager. OK? Deuxième, la commodité, c'est-à-dire acheter du temps. Si la première catégorie est dominée par la peur, la deuxième, c'est-à-dire la commodité, est dominée par le calcul. La commodité, c'est la reconnaissance rationnelle que le temps est irremplaçable.
On peut regagner de l'argent. On ne peut pas regagner le temps. En d'autres termes, tu peux être foiré et un jour travailler, avoir de l'argent, et même beaucoup d'argent. Mais le temps, quand il passe, il ne revient plus, il est comme un fleuve. C'est pourquoi je dis qu'on peut regagner de l'argent et on ne peut pas regagner du temps. La philosophie du temps comme capital. Parlons un peu. La philosophie du temps comme capital. L'économiste Gary Becker fut l'un des premiers à formaliser cette idée. En 1965, il montrait que les gens prennent des décisions d'achat non seulement selon le prix des biens, mais aussi selon le coût en temps que ces biens impliquent. 50 ans plus tard, mesdames et messieurs, c'est en 1965 qu'il parlait de ça. 50 ans plus tard, on commence à parler de l'économie de la commodité. 50 ans plus tard, l'économie de la commodité est devenue une industrie à part entière. Livraison en 10 minutes, assistant virtuel, automatisation. Je vais vous donner quelques exemples qui parlent, comme j'aime les exemples. Livraison à domicile. Un cadre rentre à 20 h après 10 heures de réunion. Il pourrait cuisiner en 30 minutes. Il commande à la place. Ce n'est pas la paresse. C'est un calcul conscient. 30 minutes de cuisine ou 30 minutes avec ses enfants ou son épouse ou la personne qu'il aime le plus. Il paye 15 € pour acheter une demi-heure de présence familiale, de présence romantique, de présence affective. Un autre exemple, les légumes prédécoupés. Les légumes prédécoupés. Une barquette de carottes coûte 3 fois plus cher que les carottes entières. Et pourtant, elle se vend. Pourquoi? La valeur n'est pas dans la carotte. Elle est dans les 8 minutes économisées. Oui, un mercredi soir, les 8 minutes économisées. Maintenant, parlons d'une entreprise de transport que vous connaissez tous, Uber. Uber n'a pas inventé le transport à la demande. Uber a éliminé l'incertitude, la friction, le temps d'attente inconnu. Il a vendu la prévisibilité. Il a vendu la prévisibilité, une forme supérieure de commodité. Quelle est la leçon ici? La leçon, mesdames et messieurs, si vous vendez de la commodité, ne parlez pas de fonctionnalité. Parlez de temps récupéré. Ne dites pas notre logiciel gère 200 tâches. Dites nos clients récupèrent 6 heures par semaine. Traduisez toujours votre valeur en unité de temps. Pas en unité technologique. Ou alors pas en unité technique, je vous l'ai dit. OK? Traduisez toujours votre valeur en unité de temps, pas en unité technique. Maintenant, troisième raison d'achat, les expériences. Les expériences. Acheter une émotion. La troisième catégorie, cette troisième catégorie est la plus complexe à mon avis, la plus subtile,
est peut-être la plus profondément humaine. Elle touche au cœur de ce que nous sommes. Des êtres qui ne vivent pas seulement pour survivre, mais pour réussir, pour appartenir, pour grandir. La charge du bonheur. Depuis les travaux de Gilovich à l'université de Cornell, Cornell University, la psychologie positive a une conclusion solide. Les dépenses en expérience génèrent un bonheur plus durable que les dépenses en biens matériels. Pourquoi? Je répète, les dépenses en expérience génèrent un bonheur plus durable que les dépenses en biens matériels. Voici pourquoi. L'adaptation hédonique. La nouvelle voiture excite quelques semaines. Puis elle devient banale. Les expériences, elles, se transforment en souvenirs. Et les souvenirs ne s'usent pas. Deuxième exemple. L'identité narrative. J'ai randonné au Machu Picchu. Fait partie de votre identité. J'ai acheté un canapé de luxe. Ne l'est pas. Le concert. Un fan peut payer $500 pour un concert de 2 heures. Sur le papier, c'est irrationnel. Il pourrait écouter la même musique sur Spotify pour moins de 10 euros. Mais il n'achète pas de la musique. Il achète le frisson d'être dans la foule. La communion avec des milliers d'inconnus. Le souvenir qu'il racontera dans 20, 30, 40 ans. Un autre exemple, le sac de luxe. Une femme cadre achète un sac Hermès à 4000 euros. Fonctionnellement, un sac de 50 euros fait le même travail. Mais ce n'est pas la fonction qu'elle achète. Elle achète un signal de statut. L'appartenance à un certain monde professionnel. C'est une expérience identitaire portée sur son épaule. Un autre exemple, à ce niveau, la formation en leadership. Un manager paye 5000 euros pour un coaching exécutif. Il ne cherche pas seulement une compétence technique. Il cherche une transformation. Ce qu'il achète, c'est une nouvelle version de lui-même. Plus confiant, plus influent, plus aligné avec ses valeurs. Je le dis tout le temps. L'alignement avec tes valeurs intrinsèques. La leçon ici, mesdames et messieurs, si vous vendez des expériences, ne décrivez jamais les caractéristiques de votre offre.
peignez une image de qui sera votre client après l'avoir vécu. La question n'est pas qu'est-ce que vous offrez. La question est qui devient-il grâce à vous? Qui devient-il grâce à vous? Les marques qui maîtrisent cette question construisent des fans, pas seulement des clients. Vous savez ce que vous devenez quand vous suivez Nestor dans l'humaniste. Vous vous améliorez automatiquement. Maintenant, je vais vous parler des chevauchements. Quand tout se mélange, quand ces trois catégories se touchent, ce cadre est puissant. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Les achats les plus rentables activent les trois catégories à la fois. Prenons l'iPhone. Une solution, il centralise la communication, l'agenda, la banque, la santé. Il élimine la fragmentation digitale. OK? C'est aussi un outil de commodité. L'iPhone, c'est aussi un outil de commodité. Tout est accessible en quelques gestes. Un seul appareil. Une seule interface. En termes d'expérience, ouvrir un iPhone pour la première fois, c'est un rituel. L'esthétique, l'écosystème, la marque. Apple ne vend pas un téléphone. Apple vend une appartenance à une élite de simplicité et d'élégance. C'est ce positionnement qui justifie une prime de prix de 30 à 50%. Et pour la formation professionnelle, le même principe s'applique. Face à un directeur de ressources humaines, nous éliminons vos risques de non-conformité. C'est une solution. OK? Face à un manager débordé, montez en compétence sans perturber votre agenda. C'est une commodité. Face à un dirigeant ambitieux, devenez le leader que votre organisation mérite. C'est une expérience. Vous voyez? Même offre, 3 messages différents. Même offre, 3 messages différents. Un seul principe. Parler à la douleur, au calcul ou à l'aspiration de votre interlocuteur. Jamais à votre produit. Jamais à votre produit. Je sais que j'ai été long, mais ça valait la peine. Ça valait la peine. Nous avons commencé cette causerie avec un homme qui achète un croissant
ce que cet homme achète, au fond, c'est un fragment de bien-être dans une journée exigeante. Une parenthèse de plaisir sensoriel. Un rituel qui l'aide à se sentir lui-même. Ce cadre, solution, commodité, expérience. Ce cadre, solution, commodité, expérience n'est pas une formule froide pour manipuler les consommateurs, non. C'est une invitation à regarder les gens avec plus d'empathie. Vous êtes sur un plateau d'humaniste. À comprendre ce qu'ils portent vraiment quand ils entrent dans votre bureau ou visitent votre site. Ce sont des êtres humains qui cherchent à réduire leur souffrance, à améliorer leur vie. Et à être authentiques, être pleinement eux-mêmes. Votre mission en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur, en tant que consultant, n'est pas de vendre. Votre mission est d'être la réponse humaine à un besoin humain réel. Comprenez ce que les gens achètent vraiment. Parlez à cette vérité. Et vous n'aurez plus jamais besoin de vendre. Vous serez simplement celui ou celle qu'il cherchait. Je suis humaniste et développeur d'hommes, homme avec grand H. Je suis Nestor Nana.